Ma communication est intitulée Le statut du patient, du corps malade à la personne souffrante, 16e, 20e siècle. En 1665, Esprit Fléchier, homme d'église et prédicateur, assiste au grand jour d'Auvergne, une série de jugements rendus par le Parlement de Paris délocalisé pour l'occasion à Clermont-Ferrand. Un procès retient son attention. Il oppose un baigneur de Bourbon-l'Archambault à un médecin accusé d'incompétence pour ses mauvais conseils aux curistes. Pour sa défense, l'accusé invoque à son tour l'incompétence du plaignant, effectivement il n'avait pas étudié la médecine, et la santé très fragile de ses clients. C'est finalement le baigneur qui se retrouve condamné par le tribunal itinérant à une amende de 100 livres assortie d'excuses publiques et d'une suspension de 6 mois de son activité thermale. Conclusion du témoin, conclusion de Fléchier, je cite, « Il n'est point d'art plus souverain que la médecine. Elle ordonne avec autorité tout ce qui lui plaît et menace de mort ceux qui refusent d'obéir à ses ordonnances. Tous les malades sont ses sujets et tous ceux qui veulent vivre reconnaissent son pouvoir et révèrent ses ordres. » Est-ce à dire, en écoutant les propos de ce prédicateur, que les médecins d'Ancien Régime avaient tout pouvoir sur leurs patients et que la justice leur donnait toujours raison? Ce point mérite, je crois qu'on y insiste, car il permet de décrire en négatif de l'étendue des droits du médecin, les limites de son intervention, donc le statut d'un patient, qui est toujours plus qu'un corps malade. Ainsi, afin de tracer les contours de l'évolution de cette notion complexe de patient, de la Renaissance à nos jours, tentons de nous appuyer sur ce que le droit et la jurisprudence nous apprennent de l'histoire du rapport thérapeutique. L'exposé sera organisé en 3 points. Avant la Révolution, la jurisprudence médicale française semble très favorable aux hommes de l'art et à l'article médecin de son dictionnaire portatif de jurisprudence et de pratique, 1763, Lacombe de Prézel écrit « Le médecin est souvent obligé de conjecturer sur des matières très douteuses. C'est pourquoi on n'est point admis en justice à lui reprocher les fautes qu'il a commises par impéritie. L'ignorance, donc, serait-elle tout à coup excusée par le caractère très aléatoire de l'évolution des maladies. La notion d'erreur médicale semble être neutralisée par le principe que je viens d'évoquer, mais à y regarder de plus près, l'héritage du droit romain s'avérait plus protecteur qu'on ne le pense à l'égard des patients. La lex Aquilia punissait par exemple de mort la négligence de médecins abandonnant leurs patients, c'est-à-dire les promettant à une mort certaine, en l'absence de toute tentative pour les soulager. Il y avait défaut d'assistance et rupture abusive du contrat thérapeutique, déjà à l'époque, obligeant le médecin. En effet, c'est la notion d'abus qui revient le plus souvent dans les textes. Si le manque de connaissance du praticien n'est pas un motif suffisant pour porter plainte, son imprudence l'est parfaitement. Un arrêt du Parlement de Paris du 25 avril 1727 condamnait un médecin ayant prescrit un remède mortel. Et le texte de l'arrêt du Parlement indique qu'il pouvait guérir ou causer la mort en peu d'heures. Donc, remède proposé à un médecin qui y succomba effectivement. Si les médecins et les chirurgiens ne sont pas tenus responsables, je cite, des accidents qui surviennent à leurs malades, arrêt du 15 juin 1602, lorsque ceci découle strictement de la pathologie, ils demeurent responsables du traitement ordonné ou des opérations effectuées. Le 24 avril 1654, le Parlement d'Aix condamne un apothicaire et son compère chirurgien à verser une pension à vie à un malade mal pensé. En janvier 1703, un chirurgien est poursuivi pour avoir sectionné un tendon fléchisseur du poignet à une femme qui l'opérait. Celle-ci porta plainte et mit en avant le préjudice subi au titre de son activité. Désormais, elle ne pouvait plus travailler par la faute de l'opérateur maladroit. Les juges décidèrent de ne pas statuer sur l'incompétence du chirurgien. C'est un point qui semble assez intéressant. Ils ont considéré que seul un collège de confrères, donc de chirurgiens patentés, diplômés et assermentés, pouvait le faire. Mais sur le dol, DOL, le dolus malus du droit romain, entendons le résultat pernicieux d'une tromperie affectant l'exécution d'un contrat. Et on est au XVIIIe siècle.
Alors qu'une guérison rapide avait été promise, la patiente se retrouvait handicapée. La Cour décida donc de condamner le chirurgien à lui verser 150 livres. 150 livres, c'est une somme assez, on va dire, rondette, mais pas exceptionnelle non plus, mais qui était censée dédommager, il y a l'idée de dédommagement, dédommager la plaignante de la perte partielle de l'usage d'une partie de son corps. C'est bien là le problème. Le patient, en vertu du droit romain et de la jurisprudence moderne, est avant tout considéré comme un corps et un esprit en faiblesse, dont le médecin ne saurait disposer à sa guise, ou simplement abuser par la promesse de guérison. Par exemple, les donations en sus des honoraires étaient rigoureusement interdites, car on pouvait suspecter le malade d'avoir été forcé dans un moment de souffrance, de faiblesse ou d'égarement. Un très célèbre arrêt du Parlement de Paris, du 13 juin 1607, déclarait nulle une promesse de mariage faite par le père d'une jeune malade censée épouser son médecin. Ce dernier, le docteur Labrosse, avait proposé au sieur de Lamberville d'obtenir la main de sa fille s'il réussissait à la guérir d'une maladie contagieuse non spécifiée, peut-être la peste. Le géniteur avait accepté dans un premier temps, avant de se raviser. Le médecin s'estima lésé et il déposa plainte. Mais sans succès, car si les mariages étaient souvent arrangés, dans ce cas précis, la promesse obtenue ad hoc faisait office d'honoraire, ou, si l'on préfère, de convention illégale. Le mariage contre la guérison, ou pour mieux dire, la promesse solennelle du père contre le traitement efficace du docteur. Non, le praticien ne pouvait pas tout obtenir de son patient, et le digeste d'Ulpian, 3e siècle après Jésus-Christ, c'est un recueil de lois, donc un des piliers du droit romain, précisait déjà qu'il fallait punir tout médecin extorquant le bien de son malade. Mais s'agit-il seulement, c'est la question que je pose, de biens matériels? La liberté d'agir ou l'usage normal de son corps constitue-t-il alors un bien inaliénable auquel l'acte thérapeutique ne saurait nuire? Paolo Zacchia, au XVIe siècle, et les autres juristes de l'Ancien Régime ne sont pas allés aussi loin. Ou plus exactement, ils se sont abstenus de formuler tel quel un principe qui peut paraître très moderne, quoique le droit canon ne saurait être sous-estimé en la matière. Certes, la jurisprudence médicale antérieure à la Révolution demeure une contrée encore globalement inexplorée, et nombre de procès effectivement gagnés par des malades, leurs proches, restent faibles. Dans la littérature médicale du XVIIIe siècle, et encore au siècle suivant, on s'évertuait surtout à proclamer qu'il ne fallait pas confondre l'issue tragique d'une pathologie et l'imperfection du savoir médical, en vertu du principe que tout le monde connaît, ars longa muta brevis. Pour autant, le patient ne devait pas servir de cobaye, et on a souvent mal interprété l'interdiction de la transfusion sanguine imposée par le Parlement de Paris en avril 1676, à la suite de la dernière tentative, très célèbre, de Jean-Baptiste Denis, 8 ans auparavant. Le premier reproche porté sur cette dernière tentative malheureuse de Jean-Baptiste Denis, le premier reproche portait sur le fait qu'un diplômé de Reims n'avait pas le droit d'exercer à Paris. Ensuite, que, dans le doute, les traitements hasardeux sur les malades, surtout lorsqu'il existait un risque mortel, devaient être proscrits. Les Robins du Châtelet, donc les juges, étaient peut-être plus ouverts d'esprit à cette époque que les docteurs régents de la faculté. J'en veux pour preuve le texte de l'arrêt qu'ils prononcèrent le 17 avril 1668, donc c'est un extrait de la décision proscrivant et interdisant à la fois la transfusion et toute tentative ultérieure de tester une transfusion sanguine sur un malade. Je cite, donc les juges expliquent ce qu'ils ont fait. L'on traita amplement et curieusement de la question de savoir si les nouveautés en la médecine étaient à recevoir et s'il les fallait autoriser. Celle-ci principalement ayant quelque chose d'inhumain, c'est moi qui souligne, et de répugnant à la nature. L'on y expliqua l'origine et progrès de la transfusion, qui était une suite de l'opinion de la circulation du sang. Donc ça veut dire que les juges connaissaient déjà ou s'étaient renseignés sur les théories relatives à la circulation du sang, mais ils considéraient qu'il y avait quelque chose d'inhumain, et cette notion d'ailleurs en médecine, et dans les traités de l'époque, elle est quand même assez rare, et là elle vient du droit, c'est-à-dire que qu'est-ce qui est humain, qu'est-ce qui n'est pas humain, dans le traitement du patient, là c'est pas tellement le médecin qui parle, ce sont les juges, et qui déjà, on est en 1668, donc, évoquent les risques autour d'un traitement et d'une expérimentation, qui est quelque chose d'inhumain.
Les juges, donc, vous l'avez compris, n'étaient donc pas radicalement opposés au progrès et aux découvertes de Harvey. Ils exprimaient simplement le souhait de les encadrer et de réfléchir, on pourrait dire, sur les questions d'éthique que posait le remplacement partiel de sang humain par celui d'un animal, et oui, en l'occurrence celui d'un mouton. Jusque Jean-Baptiste Denis avait essayé avec du sang de veau et du sang de mouton. J'en arrive à mon deuxième point. Alors, le 19e siècle a été marqué par 3 événements majeurs pour le patient, par rapport au moins au sujet que je veux développer aujourd'hui. Premièrement, d'une jurisprudence essentiellement orientée vers les droits et privilèges de la profession, on est passé à l'esquisse d'une déontologie médicale plus restrictive. Deuxièmement, l'avènement de la psychiatrie et de l'hospitalisation a posé la question du consentement et du droit de contrainte des médecins à l'égard des aliénés et des malades en général. Troisièmement, une judiciarisation lente des rapports médecins-malades s'est dessinée, même si, pour être précis, les chirurgiens et les pharmaciens ont continué à être beaucoup plus inquiétés que les médecins. Il y a à peu près 80% de procès contre des chirurgiens ou des pharmaciens, 20% contre des médecins. Chacune de ces problématiques pourrait faire l'objet d'un colloque, à elle seule, et la bibliographie relative à ces questions est déjà bien étoffée. Je me contenterai donc d'insister sur quelques idées simples. Par rapport au XVIIIe siècle, un saut qualitatif majeur a été accompli. Avant la Révolution, par exemple, la grande référence française était l'essai de Verdier intitulé « De la jurisprudence de la médecine en France », un texte en fait focalisé sur les prérogatives de la corporation. Cet avocat et médecin, donc il avait les deux formations, plaidait en faveur d'une impunité qui nous semblera sans doute exorbitante, y compris lorsque le patient succombait par la faute de son médecin. Je cite Verdier, « Ces homicides ne sont regardés que comme casuels. Ils doivent plutôt être attribués aux défauts de l'art que des artistes. Cette maxime même est favorable au public. Je cite, et je souligne, car si les médecins étaient tenus responsables de la vie de leurs malades par la loi, qui voudrait embrasser une profession si hasardeuse et si conjecturale ?» Verdier écrit en 1764. À rebours de cette conception très protectrice, vous en conviendrez pour le praticien, la notion de responsabilité s'est peu à peu imposée à partir de la Restauration. Sans doute à cette époque était-il nécessaire de s'armer d'instruments juridiques nouveaux pour lutter contre les officiers de santé et les empiriques qui pullulaient dans les campagnes et les faubourgs. Aussi, à mesure que leur influence sur la gestion des affaires publiques grandissait, les médecins des villes acceptèrent de reconnaître leurs responsabilités. Ils tentèrent peut-être, c'est une hypothèse, de faire diversion en 1825 avec l'affaire Elie, un cas d'école cité dans tous les traités de déontologie. Ce chirurgien avait amputé des 2 bras le bébé qu'il cherchait à extraire du ventre de sa mère. Or, le nourrisson censé périr avait survécu, et le praticien avait été condamné à lui verser une rente à vie, un dédommagement réputé conséquent au préjudice subi par l'enfant et non par la mère. C'est-à-dire que le préjudice était celui de l'enfant, on considérait que la mère, elle, n'avait subi aucun préjudice. Bon. Consulté sur la compétence du praticien et sur la pertinence de ses gestes, l'Académie de médecine vota prudemment en touche, en opérant une distinction entre la faute commise, manifestement l'amputation n'était pas nécessaire, et la responsabilité du docteur Elie. Après tout, disent-ils, l'enfant se présentait mal. Ce qui crée un précédent et en même temps un angle mort, qui n'arrangeait les affaires ni des juges, ni des médecins, ni bien entendu des malades. Ce n'était pas le principe de précaution qui était mis en avant, mais celui de parcimonie, une notion exposée dans le volume de l'Encyclopédie des sciences médicales consacrée à la jurisprudence. Je cite, donc c'est un conseil qu'on donne quasiment aux médecins, implicitement, quelque hardi que soit l'opération, quelques énergiques que soient les remèdes, l'intention de nuire n'existe pas. Les chances de nuire ont été vues, calculées mais balancées avec les chances de guérir. Ces dernières ont été trouvées plus fortes, l'espérance de leur succès reste seule dans l'esprit au moment de l'action. L'imprudent ou le négligent que la loi a voulu punir offrait la mort sans aucune compensation. S'il y a témérité dans le calcul des chances favorables et défavorables, cette témérité pourrait faire non seulement le salut d'un malade, mais de tous ceux qui désormais se seraient trouvés dans le même cas. Sous-entendu, de temps en temps, il faut aller très loin, et il faut précisément que les médecins et les chirurgiens aillent très loin, parce que peut-être une découverte, une innovation sera à la clé. En somme, d'après ce texte, qui date de 1835, on ne pouvait reprocher au médecin de tout tenter pour accomplir sa mission s'il avait estimé de bonne foi que les chances de réussite étaient supérieures au risque d'échec. Cet expédient probabiliste n'intervenait pas forcément dans l'intérêt d'un patient, désormais soumis au calcul de son médecin traitant. Mais ce calcul n'existait-il pas
depuis la naissance de la médecine elle-même. Le vide juridique autour de la responsabilité perdurait, et la promotion de la déontologie était censée faire écran à cette situation. Qui oserait finalement porter plainte contre un notable et un savant, plein de probité et d'intégrité? Le traité de Max Simon intitulé La déontologie médicale ou les devoirs et les droits dans l'état actuel de la civilisation, 1845, n'avait d'autre but que celui de promouvoir l'image d'un médecin intègre et humaniste, altruiste et charitable. Les devoirs de la profession tenaient lieu de déontologie, à la suite du fameux Enchiridion Medicum, traduit en français en 1838 de l'allemand Hufeland. Je cite, s'adresse aux médecins, qu'il voit dans le malade jamais un moyen, mais toujours un but, jamais un simple sujet d'expérience de la nature ou de l'art, mais toujours un homme, c'est-à-dire le but suprême de la nature elle-même. Derrière la grandiloquence du propos se cache une toute autre réalité de la relation médecin-malade. Si le traité de Simon a le mérite d'exposer de nombreuses situations concrètes, il ne les aborde jamais qu'à la faveur d'une verticalité pleinement assumée. Sur la question de la vérité que l'on doit au malade, il conseille d'esquiver les questions les plus graves. Mais surtout au sujet de l'empire du médecin sur son interlocuteur, Simon déclare, je cite, « Pour faire l'œuvre de la science, le médecin, avant tout, doit être obéi. Et pour arriver à ce but, il faut qu'à la douceur qui prépare l'ascendant qu'il lui est nécessaire d'acquérir sur l'esprit des malades, il joigne une certaine fermeté qui l'assure et donne à cet empire moral un caractère sérieux. À aucun moment, ce que ressent le patient, ou ce qu'il a à dire, n'est pris en compte. D'ailleurs, l'auteur juge superflu de ménager la pudeur féminine en vertu du principe selon lequel, je cite, « Les malades n'ont point de sexe. Quant aux patients les plus âgés, inutile d'alimenter leurs vaines espérances, je cite, « Oui, le vieillard a besoin qu'on lui rappelle qu'il doit mourir, et le médecin ne saurait manquer à son devoir d'homme, l'entretenir dans cette fausse sécurité qui nourrit au milieu de toutes les infirmités qui l'assiègent. » Puis, au sujet de la douleur, l'auteur affirme qu'elle est salutaire. Je cite encore, « La douleur est un des principaux stimulants de la vie. En arrachant l'âme au charme de sentir, elle la distrait des préoccupations sensuelles, dans lesquelles elle s'est en quelque sorte matérialisée. » Je vous dis, on est en train de préparer tout l'après-midi, là, où on est compte. Ce programme est excellent, Stanislas. Continuez. On a bien entendu. Et tout cela au sein d'un essai de déontologie médicale censé participer à la formation des médecins. De plus amples développements seraient nécessaires, tout comme un dépouillement systématique de la presse médicale de l'époque, notamment la revue de médecine légale et de jurisprudence médicale, un périodique édité à partir de 1893. D'autres sources plus confidentielles existent, et dans le contexte hospitalier, autre domaine où le pouvoir de contrainte est très fort, je renvoie aux travaux de l'historienne italienne Serenella Nonis sur les plaintes adressées à l'hôtel-dieu par des patients, et souvent et surtout des patients, s'estimant maltraités par les hommes en blanc. En fait, si l'on tentait d'établir un bilan pour la fin du XIXe siècle, il faudrait reconnaître que la multiplication des textes théoriques sur la déontologie n'a jamais entraîné une modification particulière des dispositions juridiques. Longtemps après les avertissements de l'antique Lex Aquileia, les articles 319 et 320 du Code pénal, comme les articles 1382 et 1383 du Code civil, semblaient insuffisamment précis pour couvrir toutes les plaintes de malades s'estimant lésés. D'ailleurs, il convient de relire ces articles pour mesurer l'ampleur du vide juridique qui existait en matière de protection des patients. En complément de toutes les raisons abordées précédemment, il reste à en ajouter une dernière, capitale. En droit français, le statut spécifique de patient n'a pas été reconnu avant l'arrêt dit Mercier de 1936. C'est en tout cas ce qu'on peut lire dans la plupart des manuels de droit médical. Ce qui me permet d'arriver à mon troisième point. Sans entrer dans les détails de cet arrêt considéré comme fondateur, il convient de souligner un point important. Ce n'est pas le préjudice corporel de la plaignante traitée au rayon X qui a été retenu. Elle réclamait d'ailleurs 200 000 francs de dommages à intérêts pour une radiodermite de muqueuse, mais la rupture du contrat liant le médecin et la malade, ce qui excluait la prescription triennale que prévoyait le Code pénal. Pas de prescription pour un contrat. Mais la question que je pose est la suivante, qu'est-ce qui était lésé en la matière? L'intégrité du corps de Madame Mercier, donc cette patiente qui avait été soignée et traitée au rayon X et qui avait ensuite déclaré une radiodermite des muqueuses, donc l'intégrité du corps ou le lien contractuel qui l'a relié au docteur Nicolas. Bien sûr, la relation thérapeutique suppose que les deux ne fassent qu'un.
puisque l'exécution du contrat supposait, selon les juges, je cite, des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science. Est-ce totalement nouveau dans la jurisprudence médicale? D'ailleurs, l'arrêt de cassation rejetant le recours du médecin ne parle à aucun moment d'intégrité, de dignité ou de personne. La contractualisation de l'acte médical, déjà reconnu comme tel sous l'Ancien Régime, mais peut-être englobée sous le régime du délit depuis le XIXe siècle, protégeait les droits légitimes d'un contractant en quête de guérison et non les droits fondamentaux et universels d'une personne souffrante. La nuance est de taille et elle explique peut-être le succès de la formule bien connue du professeur Wilport, la rencontre d'une confiance et d'une conscience, mais quid du corps dans cette relation qui semble très protégée en vertu du droit contractuel. Je pose une question de non-spécialiste. Le législateur a-t-il esquivé le problème lorsque le Code de déontologie médicale, dans sa version de juin 1979, introduisit pour la première fois et de manière remarquable la notion de personne humaine, aux articles 2 et 6. Nous avons la chance d'avoir aujourd'hui parmi les spécialistes ici présents de vrais experts de cette question. Je leur laisse bien entendu le soin de répondre à cette interrogation de Béotien. Je m'en excuse. En vertu de ce code de déontologie, donc, le malade est enfin considéré comme une personne. Mais qu'en est-il de ce corps et de ses avaries qui motivent précisément le contrat thérapeutique? À moins qu'on ne confonde les deux éléments et qu'on ne fasse du corps du patient une entité inséparable de sa dignité d'être humain. Voilà qui ferait écho à Kantorowicz et à sa théorie binaire des deux corps du roi, l'un mortel, l'autre immortel. En somme, il serait inutile et même dangereux de scinder corps et personne à l'occasion d'un acte médical. Une alternative partielle, cependant, est suggérée dans l'ouvrage que Sylvia Nagasinski a publié en mars dernier. Elle parle d'un tiers corps, qui n'est ni la personne intouchable par un tiers, ni le corps strictement organique dont on peut prélever des fragments, cellules, sang, organes, etc. Pour l'instant, le législateur s'en tient à ce que disent la loi et la jurisprudence, notamment en matière de fin de vie, lorsque le corps bien vivant se dirige vers la mort. Protéger la personne, y compris contre elle-même, en vertu de principes universels comme le respect de la vie et de la dignité, ne résout pas tous les problèmes. Et certaines réflexions contemporaines sur le droit du médecin à imposer ses vues dans les cas spécifiques où des patients se montreraient récalcitrants face aux impératifs vitaux posent question. Alors, je renvoie très précisément sur ce point aux travaux de Stéphanie Hennet-Gauchet, notamment ceux publiés en 2004, un texte notamment paru chez l'Harmattan, intitulé « Disposer de soi, une analyse du discours juridique sur les droits de la personne sur son corps ». Travaux donc publiés en 2004, soit 2 ans après l'importante loi du 4 mars 2002. Comment contraindre un corps si la personne du patient s'y oppose? Comment soigner en toute sérénité lorsque les principes universels énoncés il y a un instant semblent contredire la liberté de disposer de son corps tout à son gré? Le libre choix et l'obligation d'information garantie par la loi ne suppriment pas toutes les difficultés. Cela signifie peut-être que les notions de corps et de personne sont dépassées ou en voie de l'être au regard des débats actuels. J'en arrive à ma conclusion. En 1900, lorsqu'un traité médical parlait de dignité de patient, il faisait allusion aux médecins et non aux malades. La grande affaire du temps était le respect de la dignité médicale et le fait que, confronté à des malades indisciplinés, voire en révolte, le sage praticien avait tout intérêt à se montrer lui-même patient. Le retournement a mis près d'1 siècle à s'accomplir et il n'est peut-être pas achevé. On reconnaît désormais à la personne qui souffre le statut de patient, c'est-à-dire celui d'un individu qui doit supporter un traitement, protégé qu'il est par le fait qu'on lui reconnaisse explicitement le statut de personne. Le problème crucial se pose désormais au niveau de cette contractualisation qui semble s'imposer avec l'arrêt Mercier, et qui est bien plus ancienne, en réalité, en tout cas comme j'ai essayé de le montrer dans cette communication. Est-ce à dire, pour aller plus loin, que l'acte médical relève, a relevé ou relèvera, d'une responsabilité civile contractuelle comparable au droit commercial? L'article 23 du Code de déontologie de 1979 précisait pourtant que, je cite, « la médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce ». Un principe qui ne va pas toujours de soi. En fait, l'évolution observée part d'une situation d'impérialisme médical, pour aller vite, à celle d'un marché du soin
régie par des contrats et des échanges de bonne loi en faveur du consommateur en souffrance. La commercialisation de fragments organiques, de ce troisième corps qui ne devrait jamais cesser d'être unique, va dans ce sens. Mais elle semble incompatible avec la notion de personne, aussi peu divisible, dit-on, que le point en géométrie. Jean-Pierre Beau, dans son essai intitulé « L'affaire de la main volée, une histoire juridique du corps » 1993, défraya la chronique en stipulant que le droit de propriété demeurait le plus protecteur qui fût dans un système capitaliste, y compris pour le corps, ses fragments et peut-être même le vivant. Il convenait simplement de séparer le droit de céder et le droit de posséder. Ma santé et mon corps étant à moi, j'entends les gouverner à ma guise, opposait à son médecin la belle-sœur de Louis XIV. Étrange formule, à tout le moins, venue du début du XVIIIe siècle. L'arrêt dit Mercier, en innovant à peine au regard de la logique judiciaire d'Ancien Régime, allait dans ce sens. Peut-on dire que si tout est contrat, alors tout est marché, et que si tout est marché, alors tout est marchandise? Existe-t-il des exceptions durables? Souhaitons-le et regardons avec l'anthropologue Maurice Godelier du côté des sociétés traditionnelles, dans lesquelles le sacré impose justement des conventions non conventionnelles, des contrats non contractuels. Il reste bien sûr à affiner cette histoire corporelle du droit médical et à mieux définir les contours d'une évolution à la fois scientifique, sociale et juridique d'un corps dont les aléas nous rappellent tous les jours que nous restons à la merci des maladies, de ceux qui les combattent avec nous et de ceux qui légifèrent pour le bien de tous. Je vous remercie.